Bonjour Abdelkader. Bonjour Solange. Les grands titres du mois d'octobre 2021 pour ce webinaire, les incidences du SMIC sur la paye, un aperçu de ce que le boss a actualisé également sur le mois d'octobre 2021, les nouveautés également au 1er janvier 2022, au titre également l'aide à l'embauche des apprentis, une prorogation de ces aides sur une période allant jusqu'à la fin de l'année. Le pass sanitaire, quelles en sont les conséquences également sur la paye, et puis un focus assez rapide sur la DSN. En avant-goût, quelques idées sur ce qui va préfigurer quant à l'évolution de présentation du bulletin de salaire, et bien évidemment on terminera sur la jurisprudence qui va nous impacter directement sur notre paye du mois d'octobre et les mois suivants. Effectivement, comme la législation le prévoit expressément, le SMIC augmente de manière automatique lorsqu'un certain niveau d'inflation est constaté sur 12 mois consécutivement. Ce niveau d'inflation qui a été supérieur à 2% d'octobre 2020 à septembre 2021 a conduit le gouvernement à prendre la décision d'une revalorisation du SMIC qui a fait l'objet d'un arrêté du 27 septembre dernier, publié au journal officiel du 30 septembre. Alors, quelle est cette nouvelle valeur du SMIC? Quelles sont les incidences? Le salaire minimum légal horaire passe donc de 10,25 € au mois de septembre à 10,48 € à compter du 1er octobre. Et donc, par voie de conséquence, une revalorisation qui a un impact également sur les minima conventionnels si ces derniers se trouvent être inférieurs au nouveau taux horaire du SMIC. Lorsque le salaire est mensualisé sur une base de 151,67 €, vous avez donc les valeurs 2021, 1554,62 € jusqu'au 30 septembre, et à compter du 1er octobre, la valeur mensuelle est de 1589,50 €. Par la même occasion, le minimum garanti est également revalorisé et pour la même période passe de 3,65 € à 3,73 €. Alors, quelles sont les incidences de cette revalorisation du SMIC sur notre réglementaire paye? Comme je le disais à l'instant, de toute évidence, le taux minimal de rémunération du salarié, ce taux minimal légal est donc de 10,48 € pour toute heure de travail réalisée depuis le 1er octobre dernier. Cela aura un premier impact concernant les salariés qui, de manière exceptionnelle ou plus habituellement, sont amenés à exécuter des heures supplémentaires et complémentaires et dont la rémunération de base est équivalente au SMIC. La majoration, le taux de majoration de ces heures supplémentaires et complémentaires sera appliqué sur un taux de base légal revalorisé. De la même manière, vous savez que le Code du travail porte une rémunération minimale des apprentis des contrats de professionnalisation assis sur le SMIC, dont les taux affectés à ce taux du SMIC sont pris en considération à raison de l'âge de l'apprenti ou du titulaire de contrat de professionnalisation et de son année d'apprentissage ou de professionnalisation. Là encore, lorsque des conventions collectives prévoient des taux supérieurs aux taux d'application sur la base horaire, eh bien, il y a lieu, bien évidemment, d'en tenir compte, mais toujours sur une assise relative à l'équivalence taux horaire légal du SMIC. Il est rare que le taux horaire de référence soit différent dans la convention collective. Nous y viendrons dans un instant, mais c'est également l'occasion de revoir les taux d'activité partielle pour ce qu'ils sont en ce qui concerne le taux d'indemnité et le taux d'allocation minimale, dont les revalorisations ont également fait l'objet d'un texte publié au journal officiel le mois dernier. Une attention toute particulière doit être portée sur ce qui est la période de recueil. Pour la raison suivante, lorsque vous établissez la paye,
vous disposez d'une période de recueil. Alors, plus rarement, la paye est réalisée avec une période de recueil d'absence ou de complément de travail, hein, c'est-à-dire d'heures supplémentaires ou d'heures complémentaires au cours du mois considéré pour la paye. Plus généralement, la période de recueil est dite la période de recueil M-1 ou la période de recueil à cheval du 15 du mois au 15 du mois suivant. Lorsque vous serez amené à traiter la paye du mois d'octobre 2021, lorsque votre période de recueil d'activité, et notamment en cas de réalisation des heures supplémentaires, eh bien, la base de majoration sur le taux légal du SMIC est de 10,25 € pour les heures réalisées jusqu'au 30 septembre dernier. Lorsque la période de recueil est dite à cheval, c'est-à-dire du 15 septembre au 15 octobre ou du 20 septembre au 20 octobre, il y a lieu de préciser avec exactitude la répartition de ces heures. Si je dis que mon salarié a pu réaliser 25 heures supplémentaires, combien d'heures ont été exécutées jusqu'au 30 septembre en tant qu'heures supplémentaires, qualifiées d'heures supplémentaires, et combien d'heures ont été réalisées depuis le 1er octobre. Pourquoi? Bien évidemment, vous aurez compris aisément que les heures supplémentaires ou complémentaires exécutées au cours du mois de septembre auront une base de majoration équivalente à 10,25 € lorsque le salarié est rémunéré au SMIC et une base de majoration de 10,48 € lorsque le salarié est rémunéré également sur une base du SMIC, mais pour des heures effectuées au cours du mois d'octobre. Autre situation, l'on reçoit assez fréquemment en réalité un nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires sans que pour autant la répartition d'exécution dans le temps, septembre ou octobre, ait été clairement indiquée. Dans ce cas, bien évidemment, en l'absence de précision de la période d'exécution de ces heures, il convient de retenir la valeur taux horaire du SMIC en date de réalisation de la paye et bien évidemment, elle sera de 10,48 €. Alors, premier effet, c'est que les heures qui ont été en réalité effectuées au cours du mois de septembre recevront une rémunération base et taux avec un résultat plus avantageux pour le salarié. Certes, mais pourquoi faut-il retenir le taux du SMIC revalorisé? Pour éviter que l'on puisse par la suite constater en réalité des heures effectuées au mois d'octobre, mais avec une base de majoration de 10,25 €. Pour rappel, le respect du SMIC est accompagné de sanctions d'ordre pénal en cas d'inobservation de la réglementation sur la rémunération minimale légale et en l'occurrence le SMIC. Donc soyons extrêmement prudents, sachons répartir les heures pour y attribuer une base horaire conforme à la législation et en cas d'impossibilité, retenir la valorisation de la base la plus élevée, en l'occurrence 10,48 €. Par la même occasion, convient-il également d'impacter de la nouvelle valeur du SMIC les conditions d'attribution et en tout état de cause de régime social et fiscal d'exonération de la prime PEPA. Pour rappel, ce régime de faveur bénéficie aux salariés dont la rémunération au cours des 12 mois qui précèdent le versement de la prime est inférieure à 3 fois le SMIC. Un exemple, là aussi, à supposer que la prime soit versée en janvier 2022, hein, puisque vous savez qu'il y a possibilité de le faire jusqu'au 31 mars 2022. À supposer donc que cette prime est versée au cours du mois de janvier 2022, la période d'appréciation de ce plafond exonératoire équivalent à 3 fois le SMIC courra donc de janvier 2021 à décembre 2021 en faisant la somme de l'ensemble des mois considérés pour chaque valeur du SMIC. C'est-à-dire 9 fois le SMIC mensuel avec une valeur de 0,25 au titre de la période courante de janvier à septembre 2021 et 3 fois le SMIC mensuel pour la seconde période courante du mois d'octobre à décembre 2021. On s'intéressera également, et là je vous donnerai aussi un élément chiffré, au traitement du prélèvement à la source pour les CDD dits de courte durée. Alors, ces CDD de courte durée, pour rappel, sont des CDD dont la durée d'exécution est inférieure à 2 mois, pour lesquels vous n'avez pas reçu de l'administration
compte tenu de la durée d'exécution du CDD, le taux ainsi déterminé, quand je dis du taux passe, ainsi déterminé, et donc de la nécessité d'avoir recours à la grille des taux neutres. L'assiette de la grille des taux neutres fait l'objet d'un abattement de 50% du SMIC. C'est cette nouvelle valeur qu'il y a lieu de retenir pour le traitement fiscal des sommes versées à un CDD de courte durée. Rappelons également que le SMIC participe à la détermination du niveau des rémunérations retenues pour le calcul des IGSS, équivalent à 1,8 fois le SMIC, et qu'il est également retenu pour la détermination du taux maximal de ces IGSS, donc ces indemnités journalières. Voilà pour les effets rémunération, si je puis dire. Maintenant, les effets réduction et cotisation. La RGCP est déterminée à raison du SMIC pour le mois considéré de paye et des cotisations dues au titre de la paye. Et donc, à partir du mois d'octobre, eh bien, deux appréciations. La première, dans la formule de calcul, au numérateur, on retrouvera le SMIC mensuel temps plein, donc avec la nouvelle valeur, 1 589,50 € qui viendra remplacer les 1 554,70 €, et puis 62, pardon, et puis par la même occasion, bien évidemment, 1,8 fois 6 fois le SMIC, pardon, s'agissant du niveau des rémunérations éligibles à la RGCP, eh bien, sera revalorisé de la même manière en tenant compte des nouvelles valeurs du SMIC. Des effets de même nature, puisque les mécanismes sont rigoureusement identiques lorsqu'il s'agit du traitement de la réduction du taux de cotisation patronale au titre de l'assurance maladie ou du financement des dispositifs allocation familiale. Enfin, pour rappel, et je vous donnerai également dans un instant le plafond chiffré, vous savez que les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cotisations sociales dans la limite de 79% de ce même SMIC. Alors, quelques valeurs illustratives concernant les mécanismes en paye tenant compte du SMIC depuis le 1er octobre dernier. En l'occurrence, vous disais-je, l'appréciation de la RGCP, de la réduction générale des cotisations patronales, un SMIC annuel, donc une RGCP qui continue, bien évidemment, à être déterminée de manière progressive, mais dont la limite d'appréciation à hauteur de 1,6 fois le SMIC ou, en tout état de cause, à ce qu'il en est de sa valeur au numérateur, sera déterminée de la manière suivante: 9 fois le SMIC mensuel pour les 9 premiers mois de l'année, auquel j'ajoute la nouvelle valeur du SMIC pour le dernier trimestre, soit 3 fois 1 589,50 €, soit un SMIC annuel équivalent à 18 759,72 €. Précision doit être également donnée de ce que la pratique d'une paye décalée est depuis 2018 sans incidence, absolument sans incidence, sur le traitement de la paye, puisque à chaque fois, les règles de paye sont celles en vigueur au regard de la période d'emploi. Donc, en tout état de cause, une rémunération décalée au titre du mois de septembre, alors versée le 15 octobre, est sans effet. Nous retiendrons bien évidemment le SMIC en valeur au mois de septembre. Une rémunération du mois d'octobre versée le 15 novembre, repère également ici, point de repère et critères de qualification des valeurs, période d'emploi d'octobre, donc valeur du SMIC du mois d'octobre. Et cela, bien évidemment, pour l'ensemble des règles de changement de valeur, y compris au mois de janvier prochain, comme cela se fait classiquement pour le SMIC, ce qui ne sera peut-être pas le cas d'ailleurs de manière exceptionnelle, encore une fois, pour le plafond, nous le verrons dans un instant. Exonération fiscale, vous disais-je que les apprentis bénéficient également d'une exonération des rémunérations qu'ils perçoivent dans la limite plafonnée d'un SMIC annuel, là également déterminée à hauteur de 18 759,72 €. Ce n'est que pour la part excédentaire des rémunérations versées que l'apprenti verra les sommes ainsi perçues soumises à l'impôt, si toutefois il est imposable. J'avais indiqué précédemment que les salariés qui exécutent un CDD de courte durée, c'est-à-dire de moins de 2 mois, se voient appliquer un mécanisme particulier au titre du prélèvement à la source, puisque leur est applicable la grille des taux neutres.
Alors, la grille des taux neutres est à la fois composée de tranches de montants imposables et à la fois de taux qui leur applicables. Cette tranche-là, en tous les cas, le montant qui entre dans cette tranche-là, bénéficie d'un abattement équivalent à 50% du SMIC. À ce titre-là, eh bien évidemment, ce plafond est revalorisé puisqu'il va passer de 637 € à 652. En matière fiscale, c'est toujours la date de versement qui est le critère qualificatif des règles, à contrario de ce qui est du régime social, dont c'est la période d'emploi, comme nous l'avons vu un instant, qui qualifie la législation applicable. Ça veut dire que toutes les sommes versées, quelle que soit la période d'emploi à laquelle elles sont rattachées, eh bien, toutes les sommes versées depuis le 1er octobre bénéficient d'un abattement pour le CDD de courte durée de 652 €. Par tolérance, l'administration fiscale admet via le BOFIP que puisse être retenue pour toute l'année la valeur du SMIC en vigueur au 1er janvier. Possiblement, vous avez pu maintenir éventuellement 637 €. On a quand même pour souci d'être en conformité autant que possible avec la loi et donc de revaloriser cet abattement ou cette valeur correspondant à l'abattement de 50% du SMIC. S'ils jouissent d'une exonération fiscale, les apprentis sur les sommes qu'ils perçoivent, les apprentis bénéficient également d'une exonération salariale, des cotisations que je soulevais précédemment, équivalente à 79% du SMIC brut, et pour la nouvelle valeur, cela équivaut à 1 255,71 € pour un apprenti. Enfin, les IJSS, les règles relatives aux IJSS sont également impactées par la revalorisation du SMIC. D'une part, s'agissant des rémunérations, du plafond des rémunérations prises en compte dans le calcul et qui équivaut à 1,8 fois le SMIC, qui va passer de 2 798,25 € à 2 861,04 €. La chose est clairement dite sur le site Amélie. Ce qui est assez étonnant, c'est que le site Amélie conserve un taux IJ maximal de 46 €, toujours affiché sur son site, alors que la revalorisation du SMIC doit conduire à une nouvelle appréciation de ce taux IJ maximal que nous avons déterminé à hauteur de 47,03 €. J'indiquais également précédemment que les taux d'activité partielle, qu'il s'agisse du taux d'allocation, c'est-à-dire les sommes perçues par l'entreprise, ou du taux d'indemnité, c'est-à-dire les sommes que doit verser l'entreprise aux salariés placés en activité partielle, sont déterminés à raison du SMIC. Eh bien voilà, le décret du 29 septembre 2021, publié également au même JO du 30 septembre dernier, revalorise l'allocation minimale de 7,30 € par heure à 7,47 € par heure et le taux d'indemnité minimale de 8,11 € par heure à 8,30 € par heure. J'ajoute à cela, en dehors du SMIC, une information communiquée par la Commission des comptes de sécurité sociale qui préconise, pour une nouvelle année consécutive, eh bien, un non-changement de la valeur du plafond. Et on sait que généralement, le gouvernement suit les préconisations de la Commission des comptes de la sécurité sociale et devrait en tous les cas conserver le SMIC à hauteur de 3 428 € par mois, tel qu'il est fixé maintenant depuis 2 ans, depuis 2020, puisqu'il a été reconduit également pour 2021, puis une troisième année pour 2022, si les choses en restent en l'état. On va aborder maintenant les nouveautés du bulletin officiel de sécurité sociale à compter du 1er octobre 2021. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en allant sur le site du BOSS, on a connaissance d'un certain nombre d'évolutions. On a choisi particulièrement 2 thèmes, les indemnités de rupture et puis les avantages en nature, qui retiennent toute notre attention particulièrement là aujourd'hui. Débutons par les indemnités de rupture. Alors, il apparaît dans le paragraphe expressément 410 qu'il y a une modification rédactionnelle qui va clarifier aujourd'hui le plafond venant limiter l'indemnité versée aux salariés qui n'a pas d'ancienneté requise pour bénéficier de l'indemnité légale de licenciement. Alors on va éviter d'avoir à parcourir expressément ce qui a été écrit dans le BOSS. Ce qui devient intéressant, c'est qu'il y a une évolution sur cette indemnité de rupture.
On va passer un petit peu plus sur cette notion d'avantage en nature dans le paragraphe 95. En l'occurrence, ce qui va retenir notre attention là aujourd'hui, c'est que expressément sur les modalités de valorisation des avantages en nature pour les apprentis, aujourd'hui, il y a une différenciation entre ce qui est octroyé aux apprentis et ce qui va rentrer après dans l'assiette de cotisation des différentes cotisations sociales des apprentis. Je m'explique dans l'exemple qui est donné. En 2 mots, le contrat de travail d'un apprenti va, dans l'exemple que vous pouvez lire, verser un salaire mensuel de 420 euros. Il va percevoir 100 euros d'avantage en nature au titre de la nourriture et l'employeur décide de déduire 75% de l'avantage en nature, évidemment sur le salaire de l'apprenti. Ce qui va changer là aujourd'hui à partir du mois d'octobre, c'est que la totalité de la valeur de l'avantage en nature doit être intégrée dans l'assiette de référence de cotisation sociale. Donc finalement, l'assiette ne sera pas de 345 euros, comme c'était le cas auparavant, mais elle sera exactement de 345 plus 100 euros, à savoir 445 euros. Voilà, ça c'est le sujet relatif à l'avantage en nature. On va terminer par une notion sur laquelle on est assez souvent interpellé parce qu'elle fait partie des évolutions qu'il y a eu sur les frais professionnels, la prise en charge des frais professionnels par l'employeur et là, de façon assez spécifique dans le paragraphe 1140 et 1150 du BOSS, donc du Bulletin officiel de sécurité sociale. Voilà, il y a une modification sur la prise en compte du plafond qui va limiter l'exonération des cotisations sociales sur le forfait mobilité durable. Abdelkader nous avait parlé de ce forfait mobilité durable le mois dernier, au mois de septembre, lors de notre webinaire. Et bien là, aujourd'hui, on a réellement l'expression écrite du plafond qui est donc de 600 euros par an pour le forfait mobilité durable. Ce qui va retenir notre attention là aujourd'hui, c'est cette notion particulière de que peut-on cumuler en termes de prise en charge au titre de l'employeur sur tout ce qui est prise en charge des transports en commun, des services de transport en commun. Pour cela, on va prendre un exemple pour illustrer cette appréciation du boss. Alors, pour prendre lecture de cet exemple, un salarié dépense 700 euros au titre des transports en commun. Voilà le titre Navigo pour la région parisienne, domicile, lieu de travail. L'employeur, lui, va prendre en charge 350 euros. Mais à côté de cela, il souhaite aussi utiliser son vélo pour se rendre sur son lieu de travail. Et il va dépenser exactement 280 euros par an au titre de ce forfait vélo. Alors, l'exonération va être comme celle que l'on va décrire, à savoir dans la mesure où l'employeur prend en charge 350 euros déjà initialement sur le titre de transport Navigo, puisqu'on avait parlé du titre de transport Navigo là à l'instant, eh bien, il pourra prendre uniquement 250 euros sur les 280 déployés et dépensés par le salarié, pour que l'on atteigne finalement 250 plus 350 euros, donc 600 euros, qui est le plafond de prise en charge par an correspondant à la participation de l'employeur pour ces titres de transport. Voilà, je pense que cette spécificité était assez intéressante à prononcer. Il est aussi important de rappeler que ces limites et ces plafonds de prise en charge sont expressément applicables aux salariés relevant des entreprises et non pas de la fonction publique qui, pour elles, relèvent de barèmes qui sont évidemment différents. On avait pris également quelques minutes le mois dernier pour pouvoir présenter ces forfaits sur les fonctions publiques hospitalières pour ne citer qu'elles. Je te propose, Abdelkader, d'aborder les nouveautés qui vont s'appliquer à partir du 1er janvier 2022. Merci Solange, effectivement. J'aborde toujours à cette époque ce que j'appelle nos 2 lois marronniers, ou 2 projets de loi marronniers, c'est-à-dire qui tombent toujours à l'automne,
que sont ceux qui constituent le budget de l'État et pour le second, ceux qui constituent le budget de la sécurité sociale. De ce que nous connaissons du projet de loi de finances 2022 avec une année électorale, donc c'est un budget pour une année électorale, si je puis dire, pas de mesures sociales spécifiques dans le projet, ça aurait pu en être, mais le gouvernement a fait un autre choix. Néanmoins, comme toujours, on portera une attention toute particulière aux travaux parlementaires, parce que tout amendement d'origine parlementaire ou gouvernementale, au cours des débats, n'est pas à exclure, d'autant plus que le Parlement est déjà saisi de l'examen de ces textes. Pour ce qu'il en est du projet de loi de financement de sécurité sociale pour 2022, il prévoit une prolongation du dispositif des arrêts dérogatoires. Normalement, cette mesure-là, ce dispositif-là, devrait arriver à terme au 31 décembre 2021. Faut-il encore que le Parlement autorise le gouvernement à prendre par voie de décret un certain nombre de mesures s'agissant de la gestion de ces arrêts dérogatoires? Eh bien, bien évidemment, et du fait de l'absence la plus totale de maîtrise du terme de cette crise sanitaire, même si nous sommes très heureux du déclin en tout état de cause, eh bien, il est nécessaire que les autorités puissent disposer des outils juridiques pour pouvoir y faire face le cas échéant. Travail de veille très particulier qui est celui de l'étude des échanges et des examens parlementaires au cours des prochaines semaines. Je reviens donc sur ce sujet qui a fait couler beaucoup d'encre depuis le mois de mars dernier, la mise en place du bulletin officiel de la sécurité sociale par l'administration sociale. Alors, si certaines mesures sont admises par voie de tolérance pour être anticipées dans leur application au cours de l'année 2021, elles entreront de facto en vigueur à compter du 1er janvier prochain. Il s'agit d'autoriser les entreprises à la pratique d'un plafond de cotisation sociale réduit pour les salariés exécutant leur activité sous convention de forfait jour dit réduit. Le plafond légal du nombre de jours que peut réaliser le salarié sous cette convention est de 218. Il peut être inférieur lorsqu'il est porté par accord collectif. Et par voie de convention, il peut être bien évidemment inférieur à l'un de ces deux plafonds. À titre d'exemple, quelqu'un qui aurait un équivalent de 4/5 de travail aura une convention de forfait en jours aux alentours de 174-175 jours. Les rémunérations versées à ces salariés ne peuvent pas faire l'objet d'une proratisation du plafond, puisque en l'état actuel des textes et du Code de la sécurité sociale, la proratisation n'est admise que pour les salariés dits à temps partiel, renvoyant à la définition du temps partiel portée par le Code du travail. Il s'agit de salariés dont le temps de travail est exclusivement décompté en heures, ce qui en exclut pleinement les salariés en forfait jour, comme a pu en donner témoignage un certain nombre de circulaires de l'ACOS en l'occurrence. Alors, qu'en est-il en réalité de la base juridique et du contexte juridique? Il ne s'agit pas à ce jour pour les autorités de remettre en question la définition du temps de travail partiel, pour la raison suivante, c'est qu'il correspond également à une certaine définition de la réglementation européenne. Donc, sans modification de la directive de 2003, il serait assez délicat de remettre en question les définitions inscrites et portées par notre législation nationale. Par contre, on admettrait une proratisation de ce plafond-là à due proportion du nombre de jours prévus par la Convention au regard d'un plafond soit légal de 118, soit d'un plafond un peu plus faible porté par la convention collective ou l'accord collectif de branche. Alors, bien évidemment, cela se fera dès lors que l'employeur aura pris la décision, en prenant soin, même si aujourd'hui cela n'a pas été traduit dans les faits dans le BOSS et dans les écrits du BOSS, en prenant soin, je pense, de la nécessité de recevoir l'assentiment, le consentement du salarié pour les raisons suivantes. Vous savez que le plafond et le niveau de cotisation des salariés participent à la détermination de leurs droits, en premier lieu desquels les pensions vieillesse à terme, éventuellement pour les rémunérations les plus élevées au niveau du calcul des prestations d'assurance chômage s'ils devaient se retrouver sans emploi et
pouvez prétendre, si les conditions sont réunies, prétendre au versement de ces prestations, il est extrêmement important de protéger juridiquement votre pratique de la contestation future d'une réduction du plafond et donc d'une éventuelle réduction des prestations sociales, une contestation qu'aurait à exprimer le salarié vie pour vous sécuriser juridiquement vos pratiques paye en ce qui concerne cette question particulière de recueillir le consentement du salarié. Par ailleurs, le boss admettra également la fin de la proratisation des plafonds participant au calcul de l'exonération limitée des financements patronaux au régime de protection sociale complémentaire, ce que nous appelons dans notre jargon de manière plus technique la réintégration sociale. En clair, alignement de la règle sociale sur la règle fiscale, puisque vous savez qu'en matière de réintégration fiscale, vous n'avez pas de proratisation du plafond, vous avez un plafond annuel pour sa valeur entière globale, sans rechercher une durée d'activité du salarié. Pratique administrative également, quand je dis administrative, surtout RH en la matière, la déduction forfaitaire spécifique dont jouissent un certain nombre de métiers, je pense aux VRP, je pense aux journalistes, je pense aux pilotes des compagnies aériennes, cette déduction forfaitaire spécifique devra faire l'objet du recueil du consentement express du salarié dans la mesure où la règle entre en vigueur au 1er janvier prochain, le recueil du consentement du salarié, c'est maintenant. Voilà, nous sommes à la mi-octobre, il convient bien évidemment de faire en sorte que ce recueil soit réalisé, soit effectif, soit classé dans le dossier du salarié pour justifier en cas de contrôle URSSAF ultérieurement de la réalisation et de l'exécution de cette DFS. Par ailleurs, nous revenons via le BOSS sur une pratique de gestion du plafond que nous avions connue avant les deux décrets de 2016 et 2017 portant réforme de détermination du plafond. Alors, de quoi s'agit-il? Vous savez qu'avant 2018, lorsque le salarié connaît différents CDD au cours de la même année et au sein de la même entreprise, vous deviez retenir les résultats de paye et de plafond du contrat précédent pour déterminer la nouvelle valeur du plafond. Alors, je m'explique par un exemple. Vous avez un premier CDD du 1er janvier au 28 février, puis un second CDD du 1er juin au 31 août, puis un troisième CDD du 1er novembre au 31 décembre. Avant la dernière réforme sur le plafond du second contrat CDD du 1er juin au 31 août était fonction du niveau du plafond et donc des rémunérations versées au cours du premier contrat. Et donc, nous faisions masse, bien évidemment, de ces éléments participatifs à la paye et, bien évidemment, permettant la détermination du plafond. La même chose pour le troisième contrat, le CDD du 1er novembre au 31 décembre, rémunération versée, plafond, fonction également de ce qui a pu être déterminé pour le salarié au titre des précédents contrats. Cette règle-là a disparu depuis 2018 et il nous est demandé en réalité d'isoler le plafond pour chaque contrat. En clair, le premier contrat du 1er janvier au 28 février a son propre plafond. Le deuxième contrat du 1er juin au 31 août a son propre plafond indépendamment des résultats de paye du premier contrat. Et le troisième contrat a son propre plafond indépendamment des résultats de paye des deux premiers contrats. Nous avions donc une gestion du plafond effectuée contrat par contrat à l'instar de la détermination de la RGCP, de la réduction générale de cotisation patronale. À compter du 1er janvier prochain, nous revenons aux modalités antérieures, c'est-à-dire qu'il est mis fin à la remise à zéro du plafond et nous retenons donc la règle dite de la reprise des cumuls telle qu'elle était en vigueur et mise en œuvre avant janvier 2018. Bon, voilà. Quelques-unes des règles qui nous paraissent essentielles à retenir, parce qu'elles sont constitutives des premiers éléments
de la nouvelle doctrine administrative qui a été mise à la disposition des entreprises le 8 mars dernier, et puis bien évidemment le suivi nécessaire, Solange vient de donner quelques exemples, le suivi nécessaire qu'il y a lieu de faire au titre du boss tout au long de sa vie, alors qui interviennent à tout moment. Quelques exemples là qui viennent de vous être donnés pour le 1er octobre, et puis ceux qui vous sont présentés actuellement pour le mois de janvier prochain, sur lequel nous aurons, si vous avez un certain nombre d'interrogations qui nous sont adressées directement à la NFP, l'occasion de préciser l'effectivité et les modalités pratiques dans une prochaine session. Une question, Abdelkader, qui me vient sur l'application de la DFS avec la nécessité du recueil du consentement du salarié. C'était plus ou moins mis en œuvre avant et bon nombre d'entreprises mettaient en place des accords d'entreprise pour ne plus avoir à avoir l'accueil de chaque personne, et il devait être fait grâce par chacun des individus de son refus de la DFS pour pouvoir contrer l'application de l'accord collectif. Alors, est-ce que l'accord collectif est une chose et le recueil express du salarié, donc son consentement, est une chose complémentaire, et ce à compter du 1er janvier 2022? Pour répondre à la question, le boss dit les choses de manière plus précise. Il demande un recueil du consentement du salarié chaque année. Donc, l'administration conditionne le bénéfice d'application de cette règle, qui conduit à abattre, bien évidemment, la base de cotisation, la base brute de cotisation, conditionne le bénéfice de cet abattement de la base de cotisation du recueil annuel du salarié. C'est-à-dire que chaque salarié doit dire ou non annuellement s'il consent ou pas à l'application de la DFS. Donc, je dirais que l'accord collectif ici, s'il devait, au regard de la doctrine antérieure de l'administration, faciliter la gestion de la mise en œuvre de la DFS, il devient, à la suite de cette nouvelle doctrine administrative, quasiment sans objet, puisqu'il y a d'une part un accord collectif qui va venir régler la situation collective des salariés concernés dans l'entreprise, il y a d'autre part l'exigence portée par l'administration à ce que le recueil soit individuel et consenti pour une année, et une opération qui est à renouveler chaque année. Ça éclaircit donc un certain nombre de contentieux qui étaient en train de naître sur le sujet, où il y avait un rejet pratiquement orienté sur l'application d'un accord collectif, et certaines entreprises se prévalaient de cet accord collectif pour dire j'ai l'accord, puisque ce sont des éléments qui s'appliquent à chaque personne, et si elle ne veut pas de cette DFS, elle doit le faire savoir. Donc là, les choses sont très claires. C'est une démarche de ressources humaines auprès de chacun des collaborateurs de recevoir individuellement son accord de façon expresse. Merci Abdelkader pour ces éclaircissements. S'agissant également de quelques évolutions, une ordonnance. Alors, ce que nous attendions, à dire vrai, via cette ordonnance, c'est que, comme l'avait annoncé le gouvernement, c'est la création d'un cadre juridique plus large visant à dire ce qu'est l'activité partielle, tant à la fois l'activité partielle de droit commun que la PLD. Alors, une petite déception, on doit le dire, parce qu'à dire vrai, l'ordonnance ne vient que permettre la prorogation d'un certain ou la création, la prorogation d'un certain nombre de mesures pour l'année 2022, sans redéfinir ce que doit être, redéfinir ou pas, ou en tous les cas affiner ce que doit être le cadre juridique de l'activité partielle. Alors, 2 points. La première, en termes de création, c'est le bénéfice, l'ouverture du bénéfice de la PLD au CDD saisonnier, sous conditions suivantes, c'est que ces salariés aient effectué ou sont en train d'effectuer au moins 2 saisons dans la même entreprise sur 2 années consécutives pour pouvoir intégrer le dispositif d'APLD, dont je vous rappelle, sans que l'ordonnance remette en question l'assise législative de l'activité partielle de longue durée, pour lequel je vous rappelle qu'un accord collectif est nécessaire, est impérativement nécessaire,
pour pouvoir y inscrire les salariés, mais un accord collectif qui peut comprendre désormais, sous certaines conditions, les CDD saisonniers. D'autre part, l'ordonnance prolonge pour 2022 à une date fixée par décret, et donc au plus tard le 31 décembre 2022, d'une part, la garantie d'une indemnité horaire minimale pour les salariés à temps partiel et les salariés intérimaires, sous certaines conditions qui, par nécessité de temps consacré à cette présentation, ont été volontairement écartées. La suspension de la majoration de l'indemnité d'activité partielle en cas de formation des salariés en activité partielle. Vous savez qu'avant l'avènement des règles initiées du fait de la pandémie, les salariés en activité partielle qui suivaient une formation bénéficiaient d'un taux d'indemnité de 100%. Voilà. Donc, suspension, ces salariés-là auront droit à une indemnité égale à celle qui est versée aux autres salariés qui ne suivent pas une formation, sachant que la contrepartie, c'est que les frais de formation engagés par l'employeur sont pris en charge en totalité par l'État. Mais, à titre d'égalité de traitement, il en est toujours de même pour une nouvelle année, et en l'occurrence l'année 2022. Enfin, dispense pour l'employeur de recueillir l'accord des salariés protégés sur leur placement en activité partielle, sous condition, bien évidemment, de mise en activité partielle de tous les salariés du service ou de l'établissement concernés par cette mise en activité partielle. La législation avant les solutions dérogatoires, les dispositions dérogatoires inscrites dans notre législation depuis le début de cette crise sanitaire, nécessitait un recueil de l'accord des salariés protégés, puisqu'ils disposent d'un statut très particulier, ça je pense que vous le savez bien évidemment, suspension de ce recueil de l'accord, et ils sont gérés de manière identique que tous les autres salariés, c'est-à-dire avec le même niveau de traitement en cas de mise en place de l'activité partielle. Alors, pour 2022, jusqu'à une date fixée par décret, les choses seront dites prochainement et bien évidemment bien avant le 31, enfin bien avant, au plus tard le 31 décembre 2022. Quelques points ici, l'ordonnance est silencieuse. D'une part, sur la possibilité que nous avons toujours jusqu'au 31 décembre de cette année de prendre en considération les heures supplémentaires dites structurelles, et j'insiste bien sur le caractère structurel des heures supplémentaires, dans la détermination du taux de l'indemnité d'activité partielle, l'administration ayant dans un premier temps, de façon doctrinale, si je puis dire, exclu les heures supplémentaires sans distinguer les heures structurelles des heures exceptionnelles. Au cours du mois de juin 2020, elle les a exclus, mais retient à titre exceptionnel et dérogatoire les heures supplémentaires structurelles jusqu'au 31 décembre de cette année. Silence de l'ordonnance sur ce sujet-là. Donc, à défaut d'évolution législative sur ce sujet, eh bien, au 1er janvier prochain, pour toutes les heures d'activité partielle réalisées à compter du 1er janvier 2022, il y aura exclusion pour la détermination du taux d'indemnité des heures supplémentaires dites structurelles. Silence également dans l'ordonnance de la possibilité pour les dirigeants, le cas échéant lorsque l'établissement ou l'entreprise est fermée au titre de l'activité partielle, d'entrer dans le bénéfice des, comment dirais-je, des dispositifs d'activité partielle. Bon, voilà. Deux questions auxquelles ne répond pas l'ordonnance. Ça signifie qu'en tout état de cause, eh bien, l'échéance des règles pour ces situations-là donnera la fin de la prise en compte, de leur prise en compte dans l'activité partielle. Abdelkader, on va aborder maintenant les aides à l'embauche des apprentis qui bénéficient d'une prolongation du dispositif qui avait été déjà mis en place et pour lesquels on avait très largement échangé sur nos différents webinaires. Effectivement, Solange, le Premier ministre en a fait l'annonce le 6 septembre dernier, mais vraiment très rapidement, ce qu'il en est du dispositif, hein, c'est une aide perçue par les employeurs qui embauchent un apprenti. Je ne reviens pas sur les sommes, vous les avez rapidement, à 5 000 € pour les moins de 18 ans et 8 000 € à partir de 18 ans. Le niveau, il faut que l'apprenti s'engage dans un processus de formation niveau Bac+5. Le dispositif devait arriver à terme au 31 décembre prochain.
le Premier ministre a annoncé sa prolongation pour tous les contrats conclus jusqu'au 30 juin 2022 et un décret d'application doit valider et donner une base juridique à cette prolongation. Alors, une petite observation personnelle au passage, une prolongation de 6 mois est toujours la bienvenue, bien évidemment, pour les entreprises. Cela étant, les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation débutent généralement en même temps que l'année scolaire ou universitaire. Donc, la probabilité que l'on puisse en conclure jusqu'à cette date est plutôt assez faible, mais s'il devait y en avoir quelques-uns, ils seront toujours les bienvenus, bien sûr, pour les entreprises qui peuvent y prétendre. Oui, cette spécificité est assez importante parce que c'est vrai que les apprentis doivent trouver un employeur dans un délai assez court sur leur année d'apprentissage, sous peine de devoir renoncer à leur apprentissage en fait. Donc en effet, peut-être que ce dispositif sera prolongé en fin d'année 2022, à supposer, peut-être. Ça n'est pas exclu. Ça n'est pas exclu. En tous les cas, c'est l'observation que l'on peut faire. Une prolongation jusqu'à la fin du premier semestre ne devrait pas conduire au versement en masse et en nombre des aides. Un grand moment, le pass sanitaire. On ne pouvait passer ce webinaire sans aborder à minima ces questions d'obligation vaccinale et de pass sanitaire versus gestion de la paye. Je te propose, Abdelkader, d'en aborder quelques lignes simplement, sachant que nous avons à consacrer le 16 novembre prochain un webinaire spécifique pendant 1 heure sur ce pass sanitaire versus professionnel de la paye. C'est assez intéressant d'aborder ce sujet-là avec toutes les questions qui peuvent être abordées. Je te laisse le soin d'aborder 2 points particuliers sur le pass sanitaire, Abdelkader. Oui, merci Solange. L'administration est venue préciser l'impact RH et donc pour nous, dans une seconde partie, l'impact paye avec un certain nombre de questions en suspens de la survenance d'un arrêt maladie lorsque le salarié connaît une suspension de son contrat de travail du fait de défaut de passe sanitaire ou de son obligation vaccinale. Alors, deux situations sont présentées. L'arrêt maladie qui débute avant la suspension du contrat et l'administration nous donne la réponse suivante. Eh bien, bien évidemment, il y a lieu de traiter l'arrêt maladie tel quel jusqu'à son terme et je le traiterai en paye exactement comme un arrêt maladie classique. Si le terme de l'arrêt maladie intervient alors que le contrat de travail doit être suspendu pour défaut de passe sanitaire ou d'obligation vaccinale, le salarié, dès le lendemain de la fin de son arrêt de travail pour maladie, connaîtra une suspension du contrat de travail sans rémunération cette fois-ci du fait du défaut de passe sanitaire ou de l'obligation vaccinale et sera traité comme le prévoit expressément la loi du 5 août dernier relative à la gestion de la crise sanitaire que nous avons déjà évoquée par le passé. Ce qui est intéressant et pose un certain nombre d'interrogations, c'est l'arrêt maladie durant la suspension du contrat. Donc le salarié connaît déjà un début de suspension du contrat de travail du fait des défauts de passe sanitaire ou de l'obligation vaccinale. Quelque temps après, il connaît un arrêt maladie. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a suspension de suspension? On connaît déjà ce type de cas, de situation, notamment, j'ai toujours cet exemple assez intéressant du salarié placé en congé de reclassement qui subit et donc victime, si je puis dire, d'un état pathologique qui conduit à la prescription d'un arrêt maladie. Donc, on sait qu'il y a suspension donc, du congé de reclassement et une gestion de l'arrêt maladie telle quelle. Ce que nous dit l'administration, si la chose devait survenir au cours de la suspension du contrat de travail tel que visé par la loi sur la gestion de la crise sanitaire, alors le salarié peut prétendre au versement des IJSS, mais l'employeur ne se trouve pas dans l'obligation de verser le complément légal, c'est-à-dire celui prévu par le code du travail. Alors là, je dois dire que je suis assez étonné, d'une part parce que je m'interroge sur la base juridique
de cette doctrine pour deux raisons. La première, c'est qu'on ouvre au droit au versement des IJSS alors que le Code de la sécurité sociale nous dit la chose suivante, c'est que ces prestations sont versées lorsqu'il y a une réduction totale ou partielle des rémunérations du salarié du fait de l'arrêt maladie. Or, déjà placé en suspension du contrat de travail sans rémunération, on ne peut pas dire qu'il y a donc réduction de cette rémunération-là, puisque la rémunération est inexistante du fait du défaut de passe sanitaire ou de l'absence de vaccination obligatoire. Donc, qu'est-ce qui justifie, si ce n'est qu'une tolérance administrative, le versement des IJSS sur une base juridique conformément à ce que nous dit le Code de la sécurité sociale? Et je dirais rien du tout. Mais alors, qu'est-ce qui justifie d'autant plus l'absence, s'il y a une tolérance pour le versement des IJSS, du complément employeur légal? Et là, c'est tout l'étonnement, parce que bien évidemment, le salarié pourra, le cas échéant, considérer qu'il y a bien eu versement des IJSS et le complément légal, en tous les cas le complément employeur pour ce qu'il en est, ne serait-ce que des conventions collectives, est conditionné par le versement des IJSS. Donc on ne peut pas dire d'une part, vous pouvez y prétendre, on vous ouvre les droits, mais le complément qui est conditionné par l'ouverture des droits en est exclu. D'autant plus que nous avions dit le mois dernier ce qu'il en était des salariés pour lesquels il y avait une obligation vaccinale, notre fameux article 14 de la loi du mois d'août sur la gestion de la crise sanitaire, qui rendait obligatoire le maintien des régimes de protection sociale complémentaires sur lesquels nous nous interrogeons tant à la fois s'agissant de l'aspect du financement que s'agissant de l'aspect des prestations, parce que ça signifie, quand tout est à cause, à la fois l'employeur doit assurer la continuité du financement du régime, notamment on s'intéressera de la prévoyance, mais par la même occasion, des prestations à verser. Donc ça signifierait qu'il n'y a pas de complément légal employeur, mais potentiellement, c'est des conditions prévues par la convention collective et l'accord qui lie d'une part l'entreprise et d'autre part l'organisme de prévoyance sont réunis, potentiellement le droit aux IJ prévoyance. Alors on aurait, en l'occurrence, mais l'obligation qui en est faite par la loi du 5 août, ce qui rend assez difficilement compréhensible la construction juridique de l'ensemble de la mesure. D'autant plus que si l'on y ajoute le troisième point de la doctrine administrative, à ce que nous dit la convention collective, si elle a prévu quelques dispositions en cas de suspension du contrat de travail du fait des passes sanitaires ou de l'absence d'obligation vaccinale, ce qui est fortement improbable, puisque la loi est du mois d'août, et l'on voit mal comment les partenaires sociaux auraient pu se saisir de la question avant même, que ce qui signifie que l'on s'attachera aux règles applicables en cas d'arrêt maladie, tout simplement. Mais alors pourquoi les dispositions conventionnelles seraient applicables dans les conditions qu'elles portent, et pourquoi le complément légal ne le serait pas? Et là, on aura deux poids, deux mesures. Ça voudrait dire que le salarié qui peut prétendre uniquement au complément légal sans prétendre au complément conventionnel ne serait dépourvu de ressources complémentaires, je dis bien complémentaires, et se pose alors la question, bien évidemment, du principe d'égalité de traitement, quoiqu'encore ici, on pourra toujours légitimement objecter qu'il s'agisse de deux textes différents, avec deux natures différentes. Ce que j'entends aisément, mais c'est qu'au principe d'égalité de traitement, général de traitement des salariés, rend la position de l'administration difficilement compréhensible. Bon, voilà. En tous les cas, les observations que l'on pouvait faire sur cette doctrine administrative et donc le complément apporté par l'administration sous son format de questions-réponses. Je crois, Solange, qu'il y a quelques compléments en matière de DSN. Absolument, Abdelkader, il y a des traitements particuliers qui ont été posés par l'organisation sur la DSN en fait, et on les a présentés sans rentrer dans le langage technique sur lesquels on ne va pas s'attarder parce que c'est assez particulièrement technique et difficile à comprendre simplement comme cela.
On a mis dans le support les éléments de traduction en DSN sur le principe de l'activité, donc le bloc lié aux activités. Et on vous invite, comme je le disais tout à l'heure, à vous inscrire à ce webinaire qu'on met à votre disposition le 16 novembre prochain pour justement développer tout cela et parler de cette notion de pass sanitaire, gestion de la paye, RGPD, DSN, avec des acteurs clés. Tu en fais partie, des RH, membres de la CNIL, hein, ce qui est important sur la notion de respect des libertés et autres. Voilà, donc je pense qu'on peut clôturer simplement là aujourd'hui. Et tu en as dit déjà beaucoup sur la notion de pass sanitaire. On peut clôturer là aujourd'hui sur ce webinaire par rapport à ce sujet-là et peut-être aborder le prochain thème. Abdelkader, on a un sujet assez important là à aborder qui concerne une évolution proposée, susurrée sur le bulletin de salaire, une énième proposition d'évolution. Je te laisse aborder ce sujet-là et nous dire en quoi l'administration, l'État, enfin un certain nombre de personnes, peut-être qui sont très loin de la réalisation des bulletins de salaire, ont quelques velléités sur l'évolution même du bulletin de salaire dans son écriture, dans sa présentation et dans sa production. Comme souligné à juste titre à l'instant, on est parfois assez loin de l'objet même du bulletin de paye et comme je le dénonce auprès de mes interlocuteurs de l'administration, on est dans une approche qui conduit de plus en plus à une dénaturation du bulletin de paye. On va le voir dans un instant, je le dis depuis de très nombreuses années, il devient par moment un vecteur de communication des politiques sociales mises en place et très honnêtement, quel que soit le gouvernement et la majorité en place. Alors, pour dire, il s'agit essentiellement non pas d'une modification profonde du bulletin de paye, sauf sur l'appréciation de certaines valeurs, mais essentiellement de présentation. Alors, je vais vous en donner des explications dans un instant, mais juste pour détailler ce qui est le projet actuel, et il est susceptible d'évolution dans le temps, hein, bien évidemment. Ce que nous demande l'administration, c'est la précision d'informations à destination du salarié, notamment s'agissant du financement de l'assurance maladie, puisque le taux salarial et la part salariale devront être des informations nouvelles, notamment pour préciser les choses à destination de certaines populations salariées, notamment celles qui bénéficient du régime local dit d'Alsace-Moselle, pour lesquelles s'il prévoit un maintien de la rémunération, en tout cas de versement des IGSS sans condition, sans carence et de manière plus simple et plus avantageuse, est un dispositif qui est financé, est un régime local qui est financé pour partie par le salarié, et donc la nécessité d'y inscrire le taux de la participation du salarié, mais également les salariés non assujettis à la CSG-CRDS. Vous savez que pour être assujetti à la CSG-CRDS, deux conditions doivent être impérativement réunies. La première, c'est d'être affilié à un régime de sécurité sociale français, et la seconde, c'est d'être fiscalement domicilié en France. Donc vous avez des salariés qui ont une résidence fiscale à l'étranger et qui relèvent tout de même du régime de sécurité sociale français. Donc pour cela, la deuxième condition n'étant pas présente, il n'y a pas de CSG-CRDS. En contrepartie, vous avez une surcotisation sociale de 5,5 ou 5,50%, composé tant à la fois du taux ancien de droit commun de 0,75 et d'une surcotisation de 4,75. Eh bien, tous les statuts situations qui conduisent à ce que le salarié participe au financement de la sécurité sociale doivent avoir leur traduction dans le bulletin de paye avec la mention relative au taux et donc au niveau de part salariale. Je me rends compte que dans nos échanges, l'administration ne nous a pas dit si on devait avoir une valeur égale à zéro ou continuer à avoir une absence de valeur lorsque le salarié relève du régime général de droit commun et donc de l'absence de sa participation au financement de la branche maladie. De la même sorte, vous avez un certain nombre de salariés qui contribuent à l'assurance chômage
en raison de leur statut. Et là aussi, notre administration, c'est d'y inscrire la valeur tant du taux que de la part. Si vous le permettez, je voudrais passer sur cette ligne suivante, inscrite en gras, exonération, écrêtement, allègement de cotisation, pour être un peu plus précis sur la délicatesse du sujet. Pour la raison suivante, c'est que si l'on s'arrête au bas du bulletin, et nous voyons apparaître ce qui est en bleu clair, deux nouvelles mentions, le montant net imposable, enfin, je dirais, enfin, puisqu'à dire vrai, bien évidemment, l'ensemble des employeurs précise le montant net imposable du salarié sur le bulletin de paie, alors qu'il ne s'agit nullement d'une mention obligatoire. J'avais même moi été étonné à ce qu'elle ne soit pas rendue obligatoire, cette information-là, à l'occasion de la mise en œuvre du prélèvement à la source. Et nous avons à indiquer le montant net des heures complémentaires et supplémentaires exonérées dont bénéficie le salarié, c'est-à-dire clairement identifié, eh bien, la rémunération d'exonération dans cette limite nette de 5 000 euros, et donc avec des modalités de brut reconstituées avec une formule que nous a déjà délivrée l'administration, pour ce qu'il en est, sachant que bien évidemment, à la fois le montant net imposable et le montant net des heures complémentaires et supplémentaires exonérées sont des informations qui sont reportées sur la déclaration de revenus pré-remplie, sachant que pour le deuxième, eh bien, si le salarié est imposable que sur le montant net imposable, les seconds sont exonérés, la seconde partie, c'est de nature, ces heures complémentaires ou supplémentaires, eh bien, leur rémunération est exonérée, mais participent quand même à l'assiette d'un certain nombre d'autres contributions et d'une autre fiscalité, je pense, entre autres, à la taxe d'habitation. Alors, j'en reviens, si vous le permettez, sur ces exonérations, écrêtements, allègements de cotisation, pour vous en donner un détail dans un instant. Ici, vous voyez apparaître tant à la fois une valeur par salariale que la valeur par patronale. Jusqu'à présent, dire vrai, nous avons deux exonérations patronales apportées sur le bulletin de paye. D'une part, le montant d'exonération correspondant à la RGCP, la réduction générale des cotisations patronales, qui est clairement identifiée, et d'autre part, sur une autre partie du bulletin de paye, eh bien, la somme de l'ensemble des mesures d'exonération dont bénéficie l'employeur, la RGCP, plus l'éventuelle réduction du taux assurance maladie, plus l'éventuelle réduction du taux assurance chômage. Bref, pas assurance chômage, il m'échappe. C'est maladie, allocation familiale, voilà. Maladie et allocation familiale, excusez-moi. Ce que souhaite maintenant l'administration, c'est faire masse de l'ensemble des informations et de disposer d'une ligne claire, identifiable, tant à la fois pour regrouper les deux segmentations que je viens d'indiquer et en même temps pour dire les exonérations dont bénéficie le salarié. Alors, je vous ai dit à l'instant quels sont ceux pour lesquels nous avions une information au titre du régime de sécurité sociale. S'agissant de cette ligne que je viens de soulever, pour les salariés, c'est l'ajout de l'information et des montants exonérés dont il a bénéficié au titre des rémunérations versées pour exécution des heures supplémentaires complémentaires, de l'écrêtement, parce que le salarié est placé notamment en activité partielle, mais également de l'exonération des cotisations salariales des apprentis. Et c'est là, bien évidemment, que les difficultés commencent. Parce que CRDS, ce sont des sommes que l'on peut plus ou moins détecter et pratiquer. Quoi qu'encore pour l'écrêtement, en réalité, on écrête, on élève la somme, on enlève la somme jusqu'à arriver, bien évidemment, éventuellement à l'absence totale de CSG, CRDS. Par contre, dans le schéma opératoire de calcul des cotisations sociales et donc du traitement de la paye de l'apprenti, nous avons donc ce plafond équivalent à 79% du SMIC brut. Seules les sommes excédant cette limite sont soumises à la cotisation et aucune opération de calcul n'est réalisée pour la part
inférieur à ce plafond ou allant jusqu'à 79% du SMIC. Ce qui oblige en réalité à opérer une sorte de paye complémentaire ou double qui consisterait à tenir compte de l'ensemble des situations d'exonération et l'administration y ajoute absolument toutes les situations, y compris les taux réduits de cotisation pratiqués pour telle ou telle catégorie ou statut. Je pense notamment à la réduction du taux de cotisation vieillesse pour les journalistes, afin d'aller rechercher par différence ce dont il a pu bénéficier lorsque nous avons mis en œuvre, produit qui lui est applicable au regard de son statut ou de sa situation. À dire vrai, c'est dans certaines situations, et si l'on devait retenir cette formule-là, cette image-là, réaliser quasiment deux payes. Une paye telle que nous la produisons jusqu'à présent au regard du statut du salarié avec l'ensemble des règles qui y sont attachées. Une paye fictive, comme si le salarié était un salarié de droit commun, un CDI temps plein, avec l'ensemble des prélèvements, de faire un rapprochement et de dire par différence quelles sont les sommes, on ira par des montants dont il a pu bénéficier au titre d'une exonération, d'une réduction. C'est un travail conséquent. C'est un travail conséquent. L'argument de l'administration est suivant, c'est que, par exemple, pour l'apprenti sur lequel nous sommes beaucoup penchés dans nos échanges avec notre interlocuteur, c'est un moyen de faire connaître à l'intéressé l'effort consenti par l'État dans le financement de sa protection sociale. Parce que tout ce qui n'est pas déterminé via la paye, au titre de charges patronales ou salariales, est financé, ça c'est une règle d'or, si je puis dire, dans la compensation des budgets, est financé par le budget de l'État. En clair, cher apprenti, tu es exonéré d'un certain nombre de cotisations, sache que ton régime de protection sociale est maintenu, mais pour être maintenu, son financement est assuré par l'État, c'est ce que nous voulons impérativement faire porter à ta connaissance. Bon, voilà. Cela étant, bien évidemment, nous ne pouvons rester que dubitatifs au regard de ces explications-là. Comme nous l'avons indiqué, nous avons été nombreux à le faire à l'administration, c'est de dire qu'à dire vrai, le salarié porte que peu d'attention, voire strictement aucun intérêt à cette pratique-là. Ce qui intéresse l'apprenti, quand on est jeune apprenti, c'est essentiel, c'est surtout de ne pas payer, sachant que par ailleurs, de toute façon, ça ne change rien. Ça ne change rien à la faiblesse en rémunération, puisque nous avons évoqué tout à l'heure l'impact de la révélation du SMIC sur la rémunération des apprentis, avec une grille d'un certain nombre de taux, tenant compte de l'âge du capitaine, si je puis dire, et de l'année du contrat. Sur le fond, cela ne conduit pas, fort heureusement, à réadapter la structuration du bulletin et le fond de page, donc ce qui aurait amené à des travaux conséquents pour les éditeurs de paye. Et autre, en tout cas, mesure de simplification, c'est que le choix de l'emplacement de ces mentions-là sur le bulletin de paye est laissé au libre arbitre de l'entreprise. L'essentiel, c'est que ces mentions y soient clairement indiquées. Bon, voilà, si vous mettez une ligne en bas de bulletin ou une ligne à la suite de l'ensemble des rubriques de prélèvement, cela a peu d'importance. Ce qu'il est, c'est de répondre à cette volonté de communication depuis de très, 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 très nombreuses années. C'est encore une fois la traduction de ce que le bulletin de paye ne répond plus à son objet premier, qui est de communiquer au salarié ce qui doit lui être versé, l'ensemble de ces éléments de sa rémunération, ce qui lui est prélevé pour obtenir le net, y compris depuis peu le prélèvement à la source, et donc ce qu'il doit au service de l'État. On va beaucoup plus loin. C'est réellement, vraiment un document de communication, comme je le disais en introduction, des politiques gouvernementales. Voilà. S'agissant de l'ajout de la valeur patronale, donc c'est le regroupement, vous disais-je bien évidemment, des deux rubriques. Et puis, comme c'est dit, pour le montant net imposable, c'est celui que nous déclarons à l'administration pour l'établissement des revenus pré-remplis. Alors, toutefois, dans le calendrier de mise en place, c'est à la fois
Pour le bloc fiscal, donc ce que nous avons vu plutôt dans le cartouche bas du bulletin de paye, des mentions à y inscrire à compter du 1er janvier 2022. Donc, en clair, toutes les sommes imposables à compter du 1er janvier 2022, là encore, s'agissant des payes dites décalées, les sommes correspondant à la période d'emploi de décembre 2021, mais versées en 2022, feront l'objet de cette information-là. Voilà. Normalement, au bulletin de décembre 2022, 2021, l'administration admettrait une tolérance si ça devait être fait que sur le bulletin de paye du mois de janvier 2021. Enfin, en l'occurrence, ce sera le cas puisque ils seront imposables pour 2022. Voilà. Donc, ce sera le bulletin de paye du mois de 2022 pour des sommes au titre de la période d'emploi de décembre 2021. Prévues au titre du bloc social sont apportées sur le bulletin de paye au 1er janvier 2023. Alors, voilà. C'est l'état actuel des informations, des échanges que nous avons avec l'administration et du calendrier. Je pense que le calendrier devait être maintenu. Maintenant, observation doit être faite également de ce qu'un certain nombre d'événements puissent survenir en 2022, avec ou pas la même majorité, peu importe, mais que une nouvelle administration, même si elle doit être portée par la même majorité, puisse reconsidérer éventuellement les choses. C'est un projet, nous attendons l'arrêté, un arrêté qui devrait être publié prochainement, puisqu'il est dans le circuit de validation, nous a-t-on dit, d'une part, qu'il comprend bien évidemment un certain nombre d'informations qui accompagnent cet arrêté-là sous forme de questions-réponses. Nous aurons l'occasion d'y revenir ultérieurement, mais ça ne change strictement rien fondamentalement à ce qui vient d'être exposé. Et puis pour le bloc social, une attention particulière, bien évidemment, de ce qui peut être révisé en 2022 pour l'année 2023, pardon, facilitant en tous les cas la production de la paye. Comme on le disait là en introduisant ce sujet, je crois qu'on a une non-considération et une non-compréhension du calendrier dont tu parles, hein, mais qui est le calendrier de charge de travail de tout cet univers de la paye qui existe en fin d'année, avec cette présentation modifiée du bulletin de salaire qui nécessairement impacte ceux qui façonnent la paye, donc les éditeurs de paye, qui doivent reprogrammer un certain nombre d'éléments, des informations qui doivent être digérées, appréciées par ceux qui font la paye, donc les gestionnaires de paye, et puis après les informations à donner aux salariés qui vont se poser des questions. Et bien évidemment, même si le pass est devenu mensuel, le prélèvement à la source, hein, pour ne pas parler du pass sanitaire, ça n'est pas la période la mieux positionnée pour changer les choses. Qui plus est, n'oublions pas que nous sommes encore en période de Covid, avec des dispositifs qui restent toujours très très lourds et qui sont à la charge de ceux qui font la paye. Voilà, c'était juste des informations que tout le monde va partager sur cette incompréhension sur la forme à apporter sur le bulletin de salaire. Et comme tu le disais, le bulletin de salaire est un peu dénaturé de sa fonction première, là, aujourd'hui. Et je pense que la NFP va pouvoir porter une parole assez ferme sur ce sujet auprès de qui de droit, comme on sait le dire de façon régulière. Merci Abdelkader pour ces précisions. On reviendra bien évidemment en détail sur ces différents sujets, voire même on ira rencontrer un certain nombre de gestionnaires de paye pour avoir le retour de leur point de vue sur le sujet. C'est important d'avoir apporté ça auprès des administrations également. Abdelkader, on va terminer ce webinaire qui a été très très riche par la jurisprudence. On termine généralement par la jurisprudence, donc cette actualité qui vient contredire un certain nombre de règles, de lois, de doctrines. Je te laisse le soin d'avoir à nous rappeler ce qui va encore bousculer notre quotidien en tant que professionnel de la paye. Oui, merci Solange. Comme de coutume, bien évidemment, nous achevons notre session par la page jurisprudence et l'occasion nous est donnée pour ce mois-ci d'exposer deux décisions qui ont exactement la même date, du 15 septembre 2021, de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Pour le premier de ces arrêts, il y a lieu
de dire ce qu'il en est de la structure de la rémunération, notamment lorsqu'un accord collectif vient la modifier ou vient modifier, en qui plus est, une structure qui était initialement déterminée par le contrat de travail. Donc, pour rappel, c'est effectivement le contrat de travail qui porte les modalités de rémunération du salarié, indique le salaire de base ou forfaitaire pour le salarié qui perçoit une rémunération plutôt forfaitaire, hein, les accessoires du salaire et notamment le bénéfice d'un avantage en nature, logement, véhicule ou autre, les compléments de salaire, notamment lorsque sa rémunération est complétée de différentes primes, en l'occurrence de primes d'objectifs pour celles qui sont les plus présentes. Qu'en est-il de la portée d'un accord collectif qui vient constituer sa propre structuration de la rémunération? Dans cette affaire, l'accord collectif est venu dire ce que devait être désormais pour l'ensemble des salariés d'entreprise la structure de la rémunération. Le salaire de base, tel que construit par cet accord collectif, est scindé en deux parties. D'une part, nous avons le salaire de base, d'autre part, la prime d'ancienneté. Cet accord collectif et cette nouvelle structuration, portée par un accord collectif, sont-ils opposables aux salariés? La Cour de cassation répond par la négative. Pourquoi? Parce que observation doit être faite de ce que cette structure issue de l'accord collectif vient modifier celle prévue par le contrat de travail. Or, jurisprudence constante et intangible des magistrats, de ces hauts magistrats, il n'y a pas de modification du contrat de travail. Or, la rémunération et donc sa structuration en sont un des éléments essentiels, substantiels du contrat de travail. Il n'y a pas de modification du contrat de travail sans accord express du salarié. En l'occurrence, pour ce qui concerne cette affaire, le salarié perçoit en rémunération brute exactement le même montant, la même valeur de rémunération. À cela près qu'en scindant en deux parties ce salaire, le salaire de base en est diminué, complété de la prime d'ancienneté, mais tous les compléments de salaire assis sur le salaire de base sont trouvés être eux-mêmes diminués. Nous avons parlé en début de session des heures supplémentaires et de leur valorisation au regard de la révision du SMIC. Si je diminue le salaire de base, constitutif de la base de majoration, alors la valorisation de mes heures supplémentaires en est elle-même diminuée. In fine, dans une situation analogue, avant cette scission en deux parties, j'avais une certaine valeur des heures supplémentaires. Après la scission en deux parties du salaire, j'ai une rémunération des heures supplémentaires diminuée. Ce que donc effet que conteste le salarié en considérant que l'on a modifié sa structuration, la structuration de sa rémunération, et que cela ne lui est pas opposable, quand bien même cela serait issu d'un accord collectif, c'est-à-dire avec la signature de représentants du personnel, eh bien, il devait conserver la structure prévue contractuellement du fait de l'absence de son accord express. Eh bien, c'est ce que reconnaît la Cour de cassation, sauf, ajoute-t-elle, disposition légale contraire, exemple de l'accord de compétitivité, dont je vous rappelle qu'il est opposable aux salariés et que soit il l'accepte, soit il donne motif à rupture du contrat de travail, donc licenciement par l'employeur, licenciement non assis sur une base économique, pour un motif économique. Bon, voilà. Donc, ce que nous dit la Cour de cassation, pas de modification du contrat de travail et pas de modification de la structure de la rémunération portée par le contrat de travail sans l'accord express du salarié, sauf disposition légale contraire, et elles sont extrêmement minoritaires, l'une d'entre elles étant celle régissant l'accord de compétitivité. Donc prudence, hein, c'est pas parce que les partenaires sociaux donnent leur accord par signature que cela s'implique de manière automatique au contrat de travail du salarié. Le deuxième arrêt a trait à la réglementation de la durée du travail, notamment celle applicable aux salariés à temps partiel.
pour redire un peu la définition, hein, et donc à temps partiel, le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ou à la durée collective prévue par la convention collective, si elle-même elle est inférieure à la durée légale, on ne peut atteindre cette durée légale même par la réalisation d'heures complémentaires. Le seul fait de l'atteinte de la durée légale conduit de manière automatique à la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein. La question qu'ont eu à trancher les hauts magistrats est la suivante. Est-ce que cette règle est applicable à un salarié à temps partiel mensuel lorsqu'il a été atteint au cours d'une même semaine, tout en respectant la durée mensuelle, lorsqu'a été atteinte la durée légale? Donc, temps partiel mensuel, hein, durée de travail inférieure à la durée légale appréciée sur le mois, 151 heures 60, la durée conventionnelle, si elle est même inférieure à la durée légale. Dans ce cas-là, la règle que nous avons précisée dans la première partie doit-elle être appréciée au regard d'un plafond hebdomadaire ou d'un plafond mensuel? La Cour de cassation répond de la manière suivante: dépassement de la durée légale au cours d'une même semaine, requalification en contrat à temps plein, peu importe la périodicité mensuelle ou hebdomadaire du contrat. Et là, je vous dirais qu'elle fait une application extrêmement stricte et rigoureuse de la législation. Je ne cesse de dire et de répéter, traduction une nouvelle fois par les juges, qu'il n'existe qu'une seule durée légale en France. Elle est de 35 heures par semaine. Ce que vous avez au titre d'une période mensuelle, 151 heures 67. Ce que vous avez au titre d'une période annuelle pour les forfaits heures, 1607, ou les forfaits jours 218, ne constitue nullement une durée légale, mais une équivalence pour la gestion du temps de travail des populations ayant conclu une convention annuelle en heures ou une convention annuelle en jours. Tout simplement une équivalence, mais nullement la qualification légale de la durée du travail en France. En aucune manière. En l'occurrence, l'employeur et le salarié ont bien respecté la durée prévue par le contrat. Mais il se trouve que sur une seule semaine, le salarié a eu une durée du travail excédant les 35 heures. Le seul fait d'avoir atteint, voire dépassé dans le cas qui nous intéresse, cette durée légale de 35 heures, autorise à demander et à obtenir du juge la requalification à temps plein. C'est pour ça que je demande toujours à être extrêmement attentif à cette règle. Elle peut être extrêmement coûteuse pour l'entreprise. Supposez qu'un salarié atteigne ou dépasse la durée légale de 35 heures sur une semaine. Allez, prenons l'exemple de janvier 2022. Temps partiel, mensuel ou hebdomadaire, peu importe, mais il a atteint ou devoir dépasser la durée légale de 35 heures une semaine. Au regard de la jurisprudence bien établie, la requalification en contrat à temps plein est acquise. Prescription, janvier 2022, 2023, 2024. Il va attendre décembre 2024. Interruption de la prescription. De janvier 2022 à décembre 2024, sur 3 ans, il a toujours respecté son horaire. Il obtiendra du juge la requalification en temps plein. Conséquence financière, vous allez devoir rémunérer un salarié à temps plein pour une période de 3 ans, au cours de laquelle il n'a fait que du temps partiel, à l'exception d'une semaine. Vous voyez un peu l'effet financier qu'il peut avoir, parce que la requalification en temps plein, elle se fait de manière automatique, dès l'atteinte de la durée légale, c'est-à-dire ramenée à la semaine de janvier 2022 dans notre exemple. Soyons donc extrêmement attentifs et à tout le moins faire en sorte que ces horaires-là soient rigoureusement respectés afin d'éviter tout contentieux ultérieur, toute requalification qu'obtiendrait en respect de la loi et dans le seul strict cadre réglementaire et législatif régissant le temps partiel, avec une requalification qui a des incidences
financière extrêmement forte. En clair, le salarié aura continué en connaissant ces règles et la jurisprudence établie, aura continué à travailler à temps partiel, mais vous lui devrez un salaire de temps plein. Voilà l'attention toute particulière que l'on doit avoir sur ces deux arrêts de la Cour de cassation et qui constituent en quelque sorte le terme de notre session de ce mois. Merci Abdelkader. C'est vrai que ce dernier arrêt de cassation est particulièrement dangereux pour l'équilibre financier des entreprises. On attire encore plus l'attention sur le fait qu'il n'y a pas que la paye qui doit être regardée, il y a tout ce qui est gestion des temps et des activités, donc j'ai la GTA. Et il faut strictement vérifier en effet l'application stricte de ce respect de l'atteinte ou pas, ou du dépassement des 35 heures hebdo. J'ai une appréciation identique à la tienne, à savoir précaution et fermement à poser pour les gestionnaires de paye, quels qu'ils soient, et que cette notion de conformité a une incidence absolument importante. La question doit se poser aussi à un moment donné sur s'il y a des risques, est-ce que l'entreprise doit provisionner ces risques quand elle les constate? Ça aussi, c'est une notion qu'il faudrait mettre au débat parce que, voilà, il me semble qu'un certain nombre d'entreprises savent que ce risque existe. Et si c'est un arrêt de cassation, c'est que l'information va être bien évidemment diffusée. Écoute, Abdelkader, on a encore eu un webinaire très très dense, très riche et qui va évidemment faire beaucoup parler là sur tous les sujets assez dominants, y compris avec cette jurisprudence qui est assez importante. Quand on est dans une reprise d'activité très 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 importante là sur les 15 ou 3 dernières semaines, beaucoup d'entre nous parlent d'une reprise d'activité assez forte. Voilà, il ne faut pas confondre reprise d'activité et une absence de vérification des principes qu'on a peut-être oublié de regarder parce qu'on était en télétravail ou loin d'une certaine forme d'activité. On remercie toutes ces personnes qui ont l'habitude d'être des abonnés, des fidèles à nos webinaires. Vous êtes de plus en plus nombreux et on en est absolument heureux et ravis. Notez dans vos calendriers nos prochaines dates de webinaire, donc déjà le 16 novembre 2021 pour le webinaire spécifique au pass sanitaire. Et puis nous vous communiquerons, vous irez directement sur le site internet, mais on vous communiquera la prochaine date du mois de novembre dans les 10 premiers jours du mois de novembre 2021 pour notre webinaire mensuel. Abdelkader et moi serons toujours présents et au rendez-vous. Merci à tous pour votre fidélité. Merci Abdelkader, encore une fois. Merci Solange. Et puis, le mot de la fin est pour toi, Abdelkader. Eh bien, toujours ravi de partager avec toi ces moments sur l'actualité sociale, avec le souhait formulé qu'il soit toujours d'un si grand intérêt pour nos populations de la paye et des RH, et bien évidemment toujours le plaisir de pouvoir les retrouver le mois prochain. Et à la lecture de cet enregistrement, qu'ils soient aussi nombreux et à l'aise pour communiquer sur le site de l'ANFP ou via le compte de l'ANFP sur LinkedIn. Nous aurons toujours plaisir à pouvoir alimenter l'ensemble des débats et de progresser dans nos activités respectives. Eh bien, merci à tous et puis surtout prenez bien soin de vous et à très vite le mois prochain. Merci à tous, au revoir Abdelkader et bonne soirée. Merci, au revoir Solange, bonne soirée également.